Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je sais qu'on s'est donné la permission de se tutoyer, donc je veux vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation. Tu été une référence de Annie Junot, Annie qui est une collaboratrice à l'émission de Théovox. Donc je suis vraiment content de t'accueillir ce soir à distance parce que tu nous parles de la République dominicaine chanceuse. Donc je veux vraiment prendre le temps de t'accueillir ce soir et merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous pour parler de naturopathie. Je l'ai dit, précédemment, tu as un CV extraordinaire, incroyable, et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à discuter ensemble ce soir sur un sujet qui te passionne, la naturopathie, et faire le parallèle avec tout ce qui se passe présentement au Québec et au Canada. Chantal, pendant des décennies, les Canadiens ont pu choisir librement des produits de santé naturels, des approches alternatives et des pratiques ou des praticiens indépendants. Mais depuis quelques années, il y a un virage profond qui s'opère, réglementation plus stricte, produits retirés du marché, guerre contre les praticiens non médicaux et contrôle accru des discours de santé. Aujourd'hui, la question dépasse les vitamines et les plantes. Sommes-nous en train de perdre la liberté de nous soigner selon nos convictions? Absolument. D'abord, merci Jean-François pour la belle invitation. Ça fait longtemps que j'attendais l'opportunité de me joindre à vous à Théovox, donc c'est un plaisir et un honneur pour moi, et Merci. surtout pour parler évidemment d'un sujet qui me passionne, la naturopathie, et absolument la question de la liberté de choix Hmm. en matière de soins de santé. Est-ce qu'on a toujours eu la liberté de se soigner librement? On pourrait aussi en débattre, mais disons que c'est vrai qu'on sent certainement que l'étau se resserre, Ouais. plus particulièrement depuis juin 2023 avec la loi C-47, et ça s'est fait un peu en douce. Donc, beaucoup de Canadiens ne sont pas au courant des réels enjeux entourant la santé. Tout à fait. Écoutez, tu l'as invoqué, Chantal, depuis 2023, les produits de santé naturels sont officiellement considérés comme des produits thérapeutiques au sens de la loi de Vanessa. Ça signifie qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes que les médicaments pharmaceutiques, homologation complexe, étiquetage obligatoire et même possibilité de rappel par Santé Canada. Pour les naturopathes et les consommateurs, ce virage représente une perte de liberté et une augmentation considérable des coûts. Depuis votre expérience de naturopathe, quels changements concrets dans votre industrie vous avez observé dans l'accès aux produits naturels depuis cette reclassification? Il y a comme deux sujets là, dans ta question. En réalité, c'est pas réellement la loi Vanessa qu'on appelle qui a changé cet état de fait. Il faut déjà comprendre qu'au Canada, auparavant, avant la mise en place en 2004 de la direction des produits de santé naturelle, on avait deux catégories Mhm. pour classifier à peu près tout. Donc, c'était des aliments ou des drogues. Alors, les produits de santé naturelle, comme on leur appose ce qu'on appelle des réclames thérapeutiques, c'est-à-dire, par exemple, on va dire que la vitamine C a des propriétés antioxydantes, donc ça pourrait nous protéger contre des maladies où il y a des radicaux libres, comme le cancer, par exemple. Donc, ça, c'est une réclame thérapeutique. Évidemment, si c'est un aliment, on ne peut pas faire une réclame thérapeutique sur un aliment. Mhm. Alors, il nous restait l'option des drogues. Et à ce moment-là, ça devient compliqué parce qu'évidemment, les produits de santé naturelle, on ne peut pas toujours les traiter de la même façon Ouais. que des drogues. Et un bon exemple de ça, c'est que, en général, un médicament va avoir une molécule principale d'action. Donc, on va savoir exactement à quoi s'attendre en termes de propriétés thérapeutiques et de résultats dans une étude clinique. Mhm. Mais les plantes sont beaucoup plus complexes. C'est des synergies de différentes molécules qui vont souvent agir sur différents paliers. Il va y avoir des molécules antioxydantes, des molécules anti-inflammatoires, peut-être antibactériennes, peut-être antivirales. Donc, on ne peut pas toujours soumettre les plantes, par exemple, au même type d'études que les médicaments parce qu'ils n'agissent pas de la même façon. Ouais. Donc, ce n'est pas toujours simple de classifier non plus les produits naturels dans la catégorie des médicaments. Je Et comprends. les plantes, ben, il faut le comprendre aussi, elles ont évolué avec l'humain, donc il y a toute une utilisation traditionnelle dont on ne tient pas compte quand on rentre, par exemple, une plante dans la catégorie des médicaments. Ouais. Alors, on a créé une troisième catégorie au Canada qui s'appelle les produits de santé naturels. Alors, on a ouvert cette troisième catégorie quand on a créé la direction des produits de santé naturelle. À la base, ça partait d'un bon principe, mais la conséquence dans l'industrie,
Et là, selon les études et les auteurs qu'on consulte, on va parler d'une perte d'accès aux produits qui va jusqu'à 70 Donc, avant l'établissement de la Direction des produits de santé naturelle, on avait quelque chose comme 90 000 produits de santé naturelle au Canada et on est passé facilement en deçà de 40 000 parce que les exigences pour obtenir les licences, évidemment, il y a des coûts qui sont associés à tout ça. Les compagnies devaient soumettre les études, devaient payer pour les licences et tout. Donc, tous les petits joueurs, tous les producteurs, les petites chaînes québécoises là, qui faisaient leur teinture mère et tout, n'ont pas pu suivre. Et donc, ça a eu comme effet de concentrer le marché et les produits dans les mains des plus grosses compagnies. Et le modèle aussi de la Direction des produits de santé naturelle, comme il faut fournir à chaque fois les preuves pour chacune des plantes, chacun des formats, chacune des saveurs de produits, eh bien, ça a réduit beaucoup. Les compagnies disaient, bien, plutôt qu'avoir 5 saveurs et demander 5 licences ou 5 formats, ils ont réduit le nombre de produits. Donc, ça a techniquement beaucoup réduit notre accès aux produits. Et évidemment, quand les compagnies doivent payer pour des licences et tout ça, ils refilent les coûts aux consommateurs. Donc, ça a eu comme conséquence néfaste d'augmenter les prix. Mais donc, ça a été mis en application en 2004. Ça fait quand même longtemps. On a appris à composer avec ça. Ouais. Ce qui est venu changer la donne, c'est pas tant la loi Vanessa, parce qu'on doit comprendre que l'histoire de Vanessa, c'est que suite à l'utilisation d'un médicament dont les effets n'avaient pas nécessairement été rapportés, tout ça, il y a eu un décès. Donc, Santé Canada a modifié la loi pour être plus en mesure de recueillir les témoignages et les plaintes concernant les effets secondaires et avoir plus de pouvoir en termes de faire des rappels. Donc, ça ne nous touchait pas tant nous par rapport à l'industrie des produits de santé naturelle. Mais si je comprends bien, ce qui vous touche le plus, c'est vraiment l'adoption en 2023 de cette loi qu'on appelle C-47, qui est venue nuire à quelque part à l'autonomie des praticiens dans le milieu de la santé naturelle. Exactement. C'est que cette fameuse loi C-47, donc qui est passée en juin 2023, ce qu'elle vient faire, c'est en réalité défaire tout le travail qui avait été fait par la Direction des produits de santé naturelle. C'est-à-dire que tranquillement, en douce, on est en train de vouloir éliminer cette troisième catégorie qu'on avait créée pour remettre tout à coup les produits de santé naturelle dans la catégorie des médicaments. Et le problème fondamental avec ça, en plus d'augmenter les exigences par rapport aux licences, d'augmenter les coûts et tout ça, c'est que quand on parle d'un produit naturel qui est une plante avec laquelle les humains évoluent depuis des années et tout ça, c'est très correct qu'on veuille que les produits soient soumis aux bonnes pratiques de laboratoire. Donc ça, c'est ce qui va faire que le produit va avoir un produit de santé, un numéro de produit de santé naturel qui va lui être apposé. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde veut être sûr que quand on dit qu'on consomme de la valériane, c'est de la valériane qu'il y a dans le produit et que la valériane a été bien entreposée, etc. Tout ça, on est d'accord. Le problème, c'est que quand on remet les produits de santé naturelle dans la catégorie des drogues, c'est qu'on part d'un principe de dangerosité et un principe de restriction de l'accès. Parce que maintenant, pour vendre le produit, ça prend absolument l'autorisation de Santé Canada sous la forme d'une licence. Donc, on part d'un principe de quelque chose qui est dangereux et dont l'accès est restreint. Et ce n'est pas le cas des produits de santé naturelle et c'est ça qui est dérangeant. Parce que c'est toujours le même discours de c'est dangereux, mais comme je dis souvent, where are the dead bodies? Sont où les cadavres? Parce que dans toute l'histoire de l'utilisation des produits de santé naturelle au Canada, il n'y a pas un seul décès, il n'y a pas un seul accident grave qui peut être directement relié à l'utilisation d'un produit de santé naturelle, que ce soit une plante, que ce soit une vitamine. Donc, on nous soumet toujours à des règlements de plus en plus sévères qui augmentent les coûts, plus restrictifs, mais sans motif valable. Mais selon vous, c'est là où le bas blesse pour nous. Selon vous, Chantal, ces mesures sont présentées souvent comme un gage de sécurité à la population. S'agit-il vraiment... L'intention réelle est-il vraiment de protéger les Canadiens ou c'est un prétexte pour mieux contrôler le marché des approches naturelles? C'est absolument ça. Ouais. En fait, c'est sûr que ça protège certains Canadiens, les actionnaires des compagnies pharmaceutiques, entre autres. Ouais, c'est ça. Mais pas pour les mêmes raisons. Exactement, c'est ça. C'est que c'est toujours sous
le prétexte de nous protéger, mais nous protéger de quoi? Puisque, comme je mentionnais, il n'y a pas eu d'accident grave, il n'y a pas eu de décès. Alors, pourquoi à chaque fois rendre le cadre plus restrictif? Et en même temps qu'on est en train de remettre les produits de santé naturelle dans la catégorie des drogues, on a créé une autre catégorie qui s'appelle les autosoins. Alors, dans ce cadre d'auto-soins, ce qu'on a fait, c'est dire, maintenant, on ne peut plus dire que, par exemple, tel produit a telle réclame thérapeutique. On va nous permettre seulement des produits avec des très petites doses, parce que le principe, quand on a créé la direction des produits de santé naturelle, c'était que les produits de santé devaient être recommandés par des professionnels compétents. Mais donc, maintenant, en mettant ça dans la catégorie des autosoins, on va réduire les doses, on va réduire les produits en disant, oui, mais les gens s'automédicamentent, on ne peut pas leur donner des produits qui ont un réel pouvoir thérapeutique. Donc, la raison, selon moi, pour laquelle on fait ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de la part de Santé Canada d'éliminer les produits ou d'éliminer les approches complémentaires en santé, les Canadiens sont montés aux barricades. Il y a environ 70 de la population canadienne qui a recours à nos services ou qui utilise des produits de santé naturels. Donc, c'est sûr que les gens ont protesté. Alors, en créant des restrictions comme celle-là qu'on passe par la bande, qui ont un impact sur les coûts, qui ont un impact sur les produits disponibles et qui créent beaucoup de peur parce que, bon, on a mentionné Annie Junot, quand on prend des cas et qu'on les élève en exemple comme ça, ça fait peur aux praticiens, ça fait peur à la population. Et donc, c'est un moyen détourné, selon moi, de restreindre l'accès, de restreindre aussi l'information, parce que comme on n'a pas le droit d'exprimer les réclames thérapeutiques, on n'a plus le droit de dire ce que font les produits, finalement, eh bien, ça restreint la possibilité pour les gens d'avoir accès à cette information. Il y a une énorme censure. Alors, on nous fait croire que ce n'est pas de la censure en créant cette catégorie d'auto-soins. Donc, c'est des moyens détournés. On assiste vraisemblablement à une dérive autoritaire dans le secteur de la santé quand on veut commencer à contrôler ce que les gens ont le droit de choisir et n'ont plus le droit de choisir. Pensez-vous que cette nouvelle législation traduit une volonté plus profonde, c'est-à-dire celle d'uniformiser la santé selon un modèle pharmaceutique mondial au détriment des approches naturelles? C'est ma conviction profonde. C'est ma conviction profonde. On a juste à regarder, parce que souvent les gens vont dire, ils ne peuvent pas faire ça. On a juste à regarder ce qui s'est passé en 2020 et dans les années qui ont suivi, et l'imposition d'un pass COVID. Et donc, on sait maintenant qu'avec les balbutiements de l'identité numérique dans différents pays, l'identité numérique qui va être reliée à notre passeport vaccinal, et donc ces volontés de mettre en place un peu partout des fameux vaccins à base d'ARN messager, supposément pour prévenir plusieurs cancers et tout ça, alors que l'expérience nous démontre le contraire. Je pense qu'il y a clairement une volonté de soumettre la population à des traitements auxquels on ne consentirait pas autrement, mais pour pouvoir avoir accès à notre identité numérique, donc notre capacité de voyager, notre argent, nos comptes de médias sociaux et tout ça. Donc, pour moi, il y a clairement une volonté, et c'est au niveau international, c'est pas qu'au Canada, de mettre en place ce genre de mesures. Chantal, alors que le fédéral encadre de plus en plus les produits thérapeutiques, le Québec, de son côté, renforce la mainmise du Collège des médecins sur tout ce qui touche la pratique de la santé. L'affaire Annie Junot, poursuivie pour exercice illégal, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, a mis en lumière la tension entre la médecine conventionnelle et les approches naturelles. Où s'arrête la compétence et où commence la censure, selon vous? Bien, en fait, le problème, tu l'as mentionné, c'est que ça l'a mis en lumière. En fait, les règlements n'ont pas changé. C'est juste que tout d'un coup, cette situation qui a joui d'une certaine couverture médiatique a fait prendre conscience aux gens quelle est la situation. Mais moi, je suis praticienne en pratique clinique depuis 28 ans et la situation, elle n'a pas évolué en 28 ans. On a les mêmes règlements qu'il y a 50 ans. Donc, c'est même plus une affaire, à un moment donné, de compétences. C'est une affaire de gestion politique de la situation. Alors, on est toléré, on n'est pas illégaux au Québec. D'ailleurs, le Québec est une des rares provinces canadiennes dans lesquelles la naturopathie n'est pas soit sanctionnée par un ordre professionnel ou encadrée dans un cadre juridique quelconque. Donc, on est toléré. Ça veut dire que moi, personnellement, depuis 28 ans, je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'il faut comprendre que dans le cas d'Annie, comme dans les autres cas,
quand il y a des poursuites, généralement, les gens ne sont pas poursuivis pour un manque de compétences ou parce que les consultations ou les conseils ont causé préjudice aux patients. Mhm. C'est habituellement des faux patients, c'est des acteurs qui sont envoyés pour nous prendre en défaut, soit dans notre langage, soit dans le fait qu'on a accompagné. Annie, hier soir, dans une entrevue qu'on a accordée conjointement, expliquait un cas où elle a elle-même obtenu des numéros de produits de santé naturelle pour des produits qu'elle recommande dans le cadre de sa pratique clinique. Et pour avoir dit aux patients les mêmes allégations qui figurent sur ces produits et qui sont autorisées par Santé Canada, elle est poursuivie pour pratique illégale de la médecine parce qu'elle a conseillé un produit, par exemple, contre la constipation. Alors, Mais, même si le produit le dit, on n'a pas le droit, nous, de le dire parce que ça devient de la pratique illégale de la médecine. mais Donc, on Chantal, voit bien. Oui. je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais moi, je trouve ça paradoxal parce que tu es issu du Québec, tu as vécu au Québec, tu as grandi au Québec. Je trouve paradoxal la poursuite du Collège des médecins contre Annie Junot. Puis de l'autre côté, on a un ministre de la Santé qui est un comptable, que lui a encouragé une population complète à se faire injecter par l'injection COVID, qui n'est même pas un vaccin. Puis que lui, c'est correct, même si c'est un comptable qui essaie d'influencer une population à aller passer à travers une injection. Puis que tu as quelqu'un comme Annie Junot qui conseille des produits naturels à des patients pour leur bien-être. Il n'y a pas un paradoxe quelque part là-dedans? Il n'y a pas deux poids, deux mesures? On n'en est pas un paradoxe près, mais effectivement. Et la différence, c'est que si le ministre de la Santé était un naturopathe, il aurait clairement été poursuivi. Et donc, ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que dans ce cas-ci, ce qui était proposé, ben même pas proposé, ce qui était, on va dire, fortement encouragé, Mm-hmm. c'est donc une injection génique expérimentale, ce qui contrevient complètement au code de Nuremberg qui dit qu'on ne peut pas imposer des traitements sans consentement libre et éclairé. On n'a jamais eu de consentement libre parce que l'information ne circulait pas. D'ailleurs, ce matin, j'étais heureuse de partager un clip où on parle du fait que les injections ARN messager circulaient dans tout le corps. Moi, c'est ce qui a causé un peu ma perte parce que dès le début, j'ai parlé de ces mécanismes Ouais. de livraison de l'ARN messager. Et maintenant, 4 ans plus tard, ça sort. Mais donc, effectivement, alors d'un côté, des traitements dont la dangerosité est maintenant clairement établie ont été renforcés sur une population, mais nous qui faisons du conseil à la santé, qui faisons de la gestion de mode de vie, ben, tout d'un coup, on est dangereux. Mais là, le pire paradoxe, selon moi, c'est que quand justement on a créé la direction des produits de santé naturelle et qu'on a décidé que Santé Canada a légiféré qu'on devait permettre l'accès libre aux produits de santé naturelle et que les produits devaient être accompagnés de conseils de gens compétents, bien, clairement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui recommande ces produits-là. On a 4 ans de formation comme naturopathe au Québec pour recommander les produits de santé naturelle. Mais tout d'un coup, quand on le fait, on est dangereux. Mais d'un autre côté, moi, j'ai participé aux démarches avec l'Office des professions pendant de nombreuses années pour créer un ordre professionnel des naturopathes. Et on nous refuse la création d'un ordre professionnel sous prétexte qu'on n'est pas dangereux. Alors, à un moment donné, il faut se décider. Est-ce qu'on est dangereux et il faut encadrer les pratiques et les produits ou on n'est pas dangereux et donc on ne mérite pas d'avoir un ordre professionnel? Mais pendant ce temps-là, ça permet de conserver notre épée de Damoclès au-dessus de la tête et de nous poursuivre régulièrement. Ouais. Donc, on voit bien qu'on n'en est pas à une contradiction près. Là. Non. Mais c'est quoi le rôle d'un ordre professionnel selon toi, Chantal? En principe, c'est de protéger le public. Donc, pour que les gens sachent à qui ils ont affaire, qu'il y ait un cursus de formation uniforme. Ça, c'est réellement pour vrai un problème au Québec parce que, bon, par exemple, Annie pratique l'irrigation colonique, qui est une technique naturelle, mais la majorité des naturopathes ne font pas d'irrigation colonique. Donc, si par exemple, quelqu'un consulte Annie, consulte moi, ils vont dire non, mais ils font pas le même travail. Quand les gens vont, par exemple, chez un dentiste, ben, ils savent ce qui va se passer chez le dentiste. Et à quelques détails près, tous les dentistes pratiquent à peu près de la même façon. Donc, c'est ça un ordre. Ça encadre les membres et c'est supposé protéger le public en établissant des standards de formation et des standards de pratique. Mais clairement, donc,
Clairement, on l'a vu durant la période COVID, il n'y a aucun ordre qui a protégé le public. Ils sont devenus les alliés du gouvernement pour faire avancer un narratif. Donc, puis aujourd'hui, on le voit encore, les médecins spécialistes du Québec sont en guerre contre le gouvernement actuellement à travers parce qu'ils reprochent le gouvernement d'exiger des choses de leur part, les traites de paresseux, le gouvernement les traite de paresseux, puis tout ça. Puis là, ils ont sorti une campagne publicitaire contre le gouvernement, puis ils reprochent à leur ordre de ne pas les protéger, alors que le mandat d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. On vit vraiment une bascule aujourd'hui qui est assez fascinante quand on regarde vraiment ce qui est censé être la définition de quelque chose, puis qu'on l'utilise à d'autres faits pour arriver à des fins personnelles ou des fins qui sont dirigées par un narratif dominant. Ce durcissement législatif, Chantal, a-t-il eu un effet dissuasif sur les jeunes professionnels qui voudraient s'orienter, par exemple, vers la naturopathie? Bon, je suis à l'extérieur du Québec, donc je ne sais pas si j'ai le pouls exact de ce qui se passe, mais c'est sûr qu'avec le jugement qui a été rendu contre Annie, plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire moi, je suis étudiante en 2e année de naturopathie, est-ce que je devrais continuer? Il y a des naturopathes qui sentent justement que la pression se resserre et tout ça et qui considèrent carrément faire autre chose. Parce que ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que on est souvent en naturopathie mus initialement par nos propres problèmes de santé. Moi, ça a été mon cas, ça a été le cas d'Annie. Très souvent, on a eu des problèmes de santé importants. On n'avait pas les réponses dans le système conventionnel. On a trouvé nos réponses dans les approches complémentaires et on est devenu passionné de ça. Donc, la plupart d'entre nous, on est presque dans des missions de vie et pas nécessairement là, dans des pratiques parce qu'il faut comprendre que c'est pas très payant au Québec de gagner sa vie en tant que naturopathe. Donc, il y en a plusieurs qui se disent est-ce que le jeu vaut réellement la chandelle et se réorientent ailleurs ou parce qu'ils faisaient de la naturopathie à temps partiel décident de carrément laisser tomber. Si des gens comme Annie avec 25 ans de pratique ou comme moi avec 28 ans de pratique, on se remet en question, on peut comprendre que les jeunes étudiants hésitent énormément. Et le problème aussi, c'est que comme je disais tantôt, c'est que ça renvoie l'image au public d'une certaine dangerosité de consulter avec des naturopathes. Les gens qui ne prendront pas le temps d'écouter des émissions comme celle-ci vont penser que c'est parce qu'elle a commis un acte répréhensible, qu'elle a blessé quelqu'un, etc. Et donc, les gens vont dire à leurs proches qui consultent « Ah, tu ne devrais peut-être pas consulter des naturopathes, c'est dangereux, c'est illégal, etc. » Donc, encore une fois, il y a des raisons pour lesquelles, de temps en temps, il y a un agneau sacrificiel qu'on voit passer. C'est que ça a un impact très fort. Et les gens, ben, écoutez, notre santé, on dit souvent, c'est notre bien le plus précieux. Donc, c'est sûr que ça donne peur aux gens, ça fait peur. Et donc, ça fait peur à la population, mais ça fait peur aussi aux praticiens. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui. Chantal, il me reste 2 questions. En 30 secondes, parce que le temps file. Derrière cette centralisation, est-ce que tu vois un projet de société plus large, politique, économique, voire même idéologique? Absolument. Oui. Absolument. Puis, ma dernière question pour toi, c'est comment redonner confiance aux citoyens et replacer la foi, la conscience et la responsabilité individuelle au cœur de la santé? C'est une question d'une demi-heure. Oui. Ben, je pense que d'abord, la confiance dans les institutions s'est grandement érodée depuis la pandémie, avec aussi toutes les vérités qui sont en train de sortir, par exemple, du côté américain, par rapport aux adjuvants dans les vaccins, bon, etc., etc. Donc, je pense que la confiance du public dans les institutions, ça va prendre un temps. Ça va prendre qu'il y ait des gens, justement, comme Robert Francis Kennedy, qui arrive avec un parcours qui démontre qu'il n'était pas achetable et qui faisait les choses pour les bonnes raisons. Et je pense qu'avec des gens comme ça en place, évidemment, ça nous en prendra aussi au Québec, quand les gens vont voir qu'il y a des gens qui sont là pour les bonnes raisons et qu'on n'a pas un système de maladie, mais un système de santé réel, je pense qu'il y aura éventuellement une reprise de confiance. Le problème, c'est qu'il y a des obstacles économiques à ça. Et ça, il va falloir qu'un jour les Québécois le comprennent, que quand on vit dans la province qui a inventé
l'assurance maladie, qui a inventé l'assurance médicaments, qui a eu le premier collège des médecins, la première université où on a enseigné la médecine. On est un fief de Big Pharma. On a une concentration incroyable de compagnies pharmaceutiques. On a 90 000 emplois au Québec directement reliés à l'industrie pharmaceutique. Il y a des impôts qu'on prélève sur ces salaires-là et tout ça. Donc, il y a des obstacles économiques à la santé parce que la santé, c'est pas payant. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Ouais. Alors, c'est ça, tout le volet de l'éducation que moi, je mets en place et que je prône, c'est que les gens doivent être éduqués à leur santé. Mais dans un système qui bénéficie de la maladie, c'est très difficile de faire passer un message d'éducation, de prévention et de prise en charge réelle par le patient de sa santé, parce que c'est pas payant. Donc, il va falloir qu'il y ait un éveil collectif en ce sens et il va falloir qu'à un moment donné, on place la santé, le bien-être des individus avant le capitalisme. Et ça, je ne sais pas si on verra de notre vivant à cette époque-là. Je le souhaite. J'ai quasiment envie de vous demander, est-ce que le système tel que vous l'avez décrit aujourd'hui pourrait s'apparenter à une genre de mafia de la santé ou de la mafia de la maladie plutôt? Ça ne s'apparente pas, c'est exactement ça. Écoutez, Chantal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et j'ai envie de dire, quand le pouvoir décide de ce que nous avons le droit de consommer pour nous soigner, ce qui est en jeu n'est plus seulement une question de santé, mais une question de liberté. Une liberté qu'on semble perdre de plus en plus au profit d'un narratif dominant.